Donc, la ligne 10, la ligne 18, on les avait signalées avec les petits traits, d'accord, pour bien délimiter le mouvement. Rappelez-moi ce qui faisait qu'on voyait que dans la démarche de Fontenelle, il y avait une étape de raisonnement qui était différente. Et pourquoi est-ce qu'on avait démarré un mouvement à partir de là? Quels avaient été les outils pour repérer la transition vers ce deuxième mouvement? Donc, la conjonction de coordination car, qui montre bien qu'il est en train d'expliquer quelque chose de plus. Quelle est la valeur logique de cette conjonction de coordination? Oui, exactement, on va expliquer des causes. D'accord? Donc, c'est une conjonction de coordination de causes. Chacune, elles ont une valeur logique. À chaque fois, vous devez essayer de préciser pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui faisait qu'on voyait qu'on passait à un deuxième mouvement, qu'on abandonnait le premier mouvement avec toute l'explication sur l'analogie de l'opéra pour passer au... Alors, ensuite, effectivement, ce qui nous permettait de quitter le deuxième mouvement, c'était cette locution à la fin qui montre bien, effectivement, qu'on arrive à une forme de conclusion ou de dernière étape de la réflexion. Dans le deuxième mouvement, qu'est-ce qui nous avait indiqué, à nouveau, qu'on changeait de mouvement et qu'on n'était plus tout à fait que dans l'analogie de l'opéra qui avait été développée dans le premier? Qu'est-ce qu'il y avait de nouveau comme idée? Parce que ça progresse grâce à des connecteurs logiques, mais ça progresse aussi avec des idées. Exactement, on avait dit, les sages à l'opéra, c'est la création d'une nouvelle image. On est d'accord? Puisqu'il avait mis en place la métaphore filet de l'opéra, d'accord, cette grande analogie au début, là finalement, il va continuer sur cette veine de l'opéra parce qu'il a permis à la marquise d'imaginer, mais il va lui demander d'imaginer une nouvelle image. Si on détaille, représentez-vous tous les sages à l'opéra, c'est Pythagore, c'est Platon, c'est Aristote, et tous ces gens dont le nom fait aujourd'hui tant de bruit à nos oreilles. Qu'est-ce qu'il lui demande d'imaginer? Donc, c'est ici vraiment des philosophes de l'Antiquité, d'accord? Sur Pythagore, on est 6e siècle avant, Platon, Aristote, on est 5e, 4e siècle avant, donc on est vraiment sur des gens qui viennent de cette Antiquité grecque brillante du temps de ces grands philosophes dont le nom est passé à travers le temps, et simplement il les met à l'opéra. Comment est-ce que vous appelez ça? Parce que représentez-vous, on avait dit qu'avec ce vers qu'on avait déjà vu présenter avant plein de fois, d'accord, embarrassez-vous, vous voyez bien, il essayait vraiment de connecter la marquise avec sa réflexion, hein, de vraiment faire qu'elle se sente impliquée, et donc là, avec représentez-vous, il lui demande d'imaginer une nouvelle image. Sauf que, il lui demande d'imaginer des gens de l'Antiquité dans l'opéra. Comment est-ce que vous appelez ça? Cette idée qu'il y a un décalage temporel, parce que l'opéra n'existait pas à l'époque de l'Antiquité, et donc il lui demande d'imaginer quelque chose qui est quand même un peu inédit. On parle d'anachronisme, je vous l'écris pour votre prise de notes, c'est donc l'anachronisme. D'accord? Anachronisme, un décalage temporel par rapport à ce qui est historiquement valide. Parce que comme l'opéra n'était pas inventé sous l'Antiquité, y mettre des sages dans un opéra, c'est historiquement impossible. Quel est le but d'un anachronisme? Pourquoi est-ce qu'on fait quand même des anachronismes et que ça existe même dans les films, même dans les livres, ces espèces de décalage temporel ou des choses qui historiquement n'auraient jamais dû se trouver ensemble, on les fait se rencontrer? Alors, d'une part, peut-être mieux comprendre, c'est-à-dire qu'en prenant des choses éloignées qu'elle connaît mal et des choses très proches comme l'opéra qu'elle connaît bien, eh ben, on reste dans son univers de compréhension. Ça, c'est la première raison. Autre raison, à quoi ça sert cet anachronisme de nos philosophes à l'opéra? Si on joue sur la caricature que ça représente, d'accord? On a les gars, ils sont en toge, avec leurs sandales, avec leur barbe, leurs cheveux, bon, l'espèce de caricature du philosophe de l'Antiquité, et ils sont en train de s'asseoir sur les petits fauteuils en velours rouge avec les dorures partout, d'accord? Platon, Aristote, et puis c'est quoi le troisième? Pythagore, ok? Dans le contexte de l'opéra que je vous avais montré en image la dernière fois. Quel effet ça vous fait si vous vous représentez ça? On a un sentiment que c'est un peu ridicule, que c'est un peu comique. On est d'accord là-dessus? Et je pense que c'est l'effet qui est recherché aussi par Fontenelle. Décalé de manière un peu comique pour vraiment interpeller la marquise, pour lui faire une sorte de petit choc sur cette image, pour la faire sourire, à défaut de vraiment rire. Mais donc il y a certainement un effet aussi plaisant de l'image. Comment est-ce que justement le côté plaisant, le côté un peu comique, un peu ridicule, il est travaillé dans la phrase? Représentez-vous tous les sages à l'opéra, c'est Platon, c'est Aristote, c'est Pythagore, c'est Platon, c'est Aristote, et tous ces gens dont le nom fait aujourd'hui tant de bruit à nos oreilles. Comment est-ce qu'ils travaillent le ridicule de cette image-là? Qu'est-ce qu'il y a, voilà, comme procédé qui va montrer que c'est peut-être pas seulement ridicule, c'est peut-être même une critique et une satire?
ce qu'on a mis dans le titre du mouvement. Hein. Énumération, d'accord? Énumération, puisqu'on énumère des noms à la suite les uns des autres avec des virgules, d'accord? Donc il y a d'abord une énumération qu'on appellerait en rythme ternaire pour Pythagore, Platon, Aristote, parce qu'il y a 3 morceaux, mais l'énumération, elle se poursuit avec la conjonction de coordination et tous ces gens. Donc elle ajoute encore. Mais donc il y a quelque chose qui rythmiquement fait 1, 2, 3 et encore plus. Ça va? À quoi est-ce qu'elle sert cette énumération? Mais ensuite, est-ce que ces gens-là, on a l'impression que véritablement il a beaucoup de respect pour eux et pour leurs idées? Ok, donc il y a cette idée de bruit. Effectivement, le nom fait aujourd'hui tant de bruit, mais donc le bruit, ça va être connoté comme quelque chose qui est plutôt désagréable. Donc effectivement, on se souvient d'eux, on se souvient de leur nom, mais si leur nom fait du bruit, qu'est-ce qui en fait, il va nous manquer? Exactement, ça veut dire que ce n'est pas les théories dont on parle encore. C'est le fait qu'ils ont été célèbres et on maintient leur célébrité, leur notoriété active, sauf que en fait, maintenant c'est peut-être plus que du bruit parce que ça n'a pas suffisamment de sens, parce que la science a évolué, les connaissances ont évolué, on se souvient de leur nom, mais plus de leurs théories, parce que de toute manière leurs théories sont dépassées. D'accord? Donc on peut mettre en lumière ce mot bruit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui donne une dimension critique dans l'énumération? Je reviens quand même sur l'énumération. Ok, c'est ce déterminant démonstratif qu'il répète 3 fois, c'est Pythagore, c'est Platon, c'est Aristote. Qu'est-ce qui vous choque peut-être là-dedans? Oui, mais donc effectivement, on n'attendrait pas du tout de déterminant, un nom propre, a priori, sauf si c'est un pays, ou enfin voilà, dans ce cas-là, on met un déterminant. Mais si c'est une personne, on ne met pas de déterminant devant un nom propre la plupart du temps. Et encore plus, quel est le problème de ce déterminant-là? C'est au pluriel. Et est-ce que Pythagore, Platon et Aristote, c'est des gens au pluriel? Non, a priori, ce sont des individus qui en plus ont vraiment un nom qu'on peut reconnaître, qui a traversé l'histoire. Donc, ce décalage entre le fait d'utiliser un déterminant au pluriel devant les noms propres, c'est aussi un moyen de faire quoi? Parce que, donc on repère un phénomène, d'accord? Pour commenter, et je le répète, hein, ce sera pour l'oral comme pour l'écrit. À chaque fois, on observe quelque chose dans le texte. Là, on observe quelque chose qui est un peu inédit, mettre des déterminants démonstratifs au pluriel devant des noms propres. On sait que ce n'est pas commun. Ça va là-dessus? Donc c'est digne d'être commenté. Alors, en tous les cas, ça laisse penser effectivement qu'on veut les encenser, sauf que, est-ce que vraiment ça montre du respect de la part de l'auteur? Non, parce que justement, ça va les mettre dans une espèce de masse de gens dont on se souvient sans avoir leur théorie. Ça fait juste des noms qui font du bruit, et en fait, ils trouvent que ça n'est plus utile au présent. Donc il y a quelque chose où ça laisse penser que tous ces gens-là, on se fait une surenchère sur leur célébrité, et qu'en fait, c'est plutôt ridicule et c'est plutôt inutile. Et donc ça, c'est produit par l'énumération et par la répétition du déterminant démonstratif. Donc le ces-gens, et en plus, il est amplifié par le déterminant tout, d'accord, qui se place devant. Comme si vraiment c'était une masse de gens de l'Antiquité qui n'ont plus d'utilité aujourd'hui parce qu'on a dépassé le niveau de la science. J'ajoute en vers supposons, même si je sais que ce n'est pas une deuxième personne du pluriel. Qu'est-ce que c'est supposons? Alors déjà effectivement au niveau du sens du verbe, c'est continuer de faire des hypothèses, continuer d'avoir de l'imagination. On voit que depuis le début du texte, il n'arrête pas de proposer à la marquise d'imaginer l'opéra comme un théâtre, la nature comme un théâtre d'opéra. Là, il lui dit « représentez-vous les sages à l'opéra ». Là, il lui dit « allez, supposons ». Donc, en fait, il n'arrête pas de solliciter l'imagination de la marquise. D'accord? Ça nous sera vraiment utile quand il faudra creuser sur le goût de la science. D'accord? Ce texte, je le choisis aussi parce que potentiellement, ce sera un exemple. D'accord? Maintenant, supposons, grammaticalement parlant, qu'est-ce que c'est? À la première personne du pluriel. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre de sa conjugaison? Alors, il reste effectivement au pluriel. Par contre, quelle serait la différence entre représentez-vous et supposons? Qu'est-ce que ça change un petit peu quand même dans la bouche du philosophe d'utiliser tantôt la deuxième personne du pluriel pour s'adresser à la marquise et la capter, et là de dire supposons? Il se met avec, d'accord? Donc c'est-à-dire que vraiment, il y a un moment, il lui parle pour la solliciter, pour lui poser des questions, pour la faire réfléchir, et là, pour changer un peu la donne, il va plutôt lui dire accompagnez-moi dans mon imagination, d'accord? Donc c'est deux stratégies différentes. C'est pour ça que je l'ai gardé de la même couleur, d'accord? Une fois la deuxième personne, une fois la première personne, pour que la marquise soit active dans la démarche intellectuelle. Simplement, redites-moi juste ce verbe, comment est-ce qu'il est conjugué? Alors, présent, c'est le temps.
Et le mode, c'est l'impératif. Exact. D'accord? Donc, l'impératif, c'est vraiment cette idée de ce mode qui permet de donner des ordres, des conseils, en tous les cas, de faire quelque chose qui est tout de suite actif. Donc, ça correspond à cette idée de mettre la marquise en route pour réfléchir. Alors, ensuite, il y a un nouvel exemple qu'il va prendre et qu'il va faire imaginer dans le contexte d'avoir mis nos philosophes, et ça va poursuivre l'anachronisme. D'accord? Supposons qu'il voyait le vol de Phaéton, que les vents enlèvent, qu'il ne pouvait découvrir les cordes et qu'il ne savait point comment le derrière du théâtre était disposé. Ça fait intervenir cette référence au vol de Phaéton. Est-ce que quelqu'un connaît cet opéra et ou ce mythe? Alors, je raconte un tout petit peu. Il se trouve que au XVIIe siècle, d'accord, quand on commence à refaire des opéras, la plupart du temps, on va aller chercher dans la mythologie grecque et romaine. On est en plein classicisme. On est en plein de redécouverte de tous ces textes-là, et donc ils vont adapter en opéra, réécrire des mythes sous une forme chantée, accompagnée de musique, pour valoriser un certain nombre de réflexions. D'accord? C'est toujours plaire et instruire, comme on l'avait vu dans la préface de Fontenelle. Donc les mythes doivent servir à une réflexion un petit peu morale et philosophique. Phaéton, c'est un personnage de la mythologie qui est fils de Hélios, d'accord? Le soleil. Donc on considère dans la mythologie gréco-romaine, que Hélios c'est une divinité secondaire, hein, pas au rang des Olympiens mais en dessous, et qu'il avait un char tiré par des chevaux extrêmement puissants qui permettait de faire tourner le soleil autour de la Terre, d'accord, dans une course, et puis il y avait un autre char qui était celui de la Lune, le char de la Lune Sélénée, qui permettait comme ça qu'il y avait une course de 2 chars autour de la Terre, provoquant le jour et la nuit. On est d'accord que les mythes de l'Antiquité, ils sont là pour essayer d'expliquer le monde, à une époque où la science ne permettait pas de le faire. Et donc il se trouve que Phaéton, fils d'Hélios, il grandit, il devient adolescent et il n'arrête pas de dire à son père, s'il te plaît, laisse-moi conduire le char, laisse-moi conduire le char. Son père lui dit non, tu n'as pas la force, non, tu n'as pas la technique, non, tu es trop jeune, non, c'est pas possible. Sauf que forcément, en bon adolescent qu'il est, que va faire Phaéton? Il va le faire quand même, d'accord? Donc il y a cette idée qu'il y a une forme d'orgueil de Phaéton, de croire que, malgré les interdictions et les protections de son père, il peut quand même aller conduire le char du soleil. Donc, à un moment où son père ne surveille pas, il va dans les écuries, il monte dans le char, il se lance pour essayer de lancer cette course du soleil. Qu'est-ce qui se passe? Forcément, ça ne se passe pas, hein, parce que du coup, a priori, avec toutes les précautions qui avaient été prises, là, ça se passe assez mal. C'est-à-dire que rapidement, Phaéton ne peut pas contrôler le char, et donc le char, au lieu d'avoir une course régulière, comme quand c'est Hélios, son père, qui le conduit, va commencer à avoir des trajectoires improbables, et par exemple, va aller raser la terre et brûler la terre. Donc c'est un mythe qui était là aussi pour expliquer en partie des éléments géographiques, par exemple, sur pourquoi au Sahara il y a un désert, ce serait parce que Phaéton est allé raser la terre, a tout brûlé, de telle sorte que ça ne peut jamais repousser. Les mythes sont des moyens d'essayer d'expliquer le monde, je le répète. Donc, d'autres Phaéton, ensuite, ça a donné lieu à un opéra qui fait réfléchir sur ces idées d'orgueil, de ne pas savoir écouter les conseils des gens qui sont plus sages et plus expérimentés. On est d'accord que dans la plupart des versions du mythe, il finit foudroyé par Zeus, le chef de tous les dieux, parce qu'à un moment, comme il est inarrêtable, que plus personne ne peut reprendre le contrôle des chevaux, ça finit par la mort. Donc cette idée qu'il est en plus puni de manière extrêmement violente pour son orgueil, mais que parfois il vaut mieux en sacrifier un que de laisser toute la terre brûler. D'accord? Donc il y a toute cette réflexion-là. Pourquoi est-ce que Fontenelle, alors qu'il est en train de commencer à parler de physique, et justement qu'il va démarrer un exposé astronomique pour notre marquise, il choisit cet opéra-là? Parce que des histoires de la mythologie, il aurait pu en choisir plein d'autres. Pourquoi est-ce qu'il choisit l'histoire de Phaéton a priori? Quel est le rapport avec l'astronomie et ce mythe-là? Exactement, cette idée de course du soleil qui sera dans le premier soir, d'accord, dans les discussions. Il va à la suite de ces pages-là, très rapidement, expliquer l'héliocentrisme et donc la course du soleil, etc. Et puis il y a un deuxième phénomène. Cette histoire de le vol de Phaéton, c'est que très concrètement, pendant cet opéra-là, on sait que il y avait certainement le décor d'un char, qu'on mettait un chanteur sur le char, on accrochait des cordes qui passaient dans le théâtre, et à un moment, on le soulevait pour donner cette illusion de Phaéton qui s'envole dans le ciel et qui vole les chevaux de son père, le char de son père. Donc concrètement, c'était un opéra qui était réputé comme spectaculaire, parce qu'à un moment où on avait techniquement le moyen de faire s'envoler
le chanteur lyrique. Donc, par rapport à ce qu'il a dit avant sur cette idée d'illusion et d'éléments assez magiques, on est bien d'accord qu'on s'y retrouve avec cette histoire du vol de phaéton. Redonnez-moi la couleur qu'on a utilisée pour justement ce champ lexical de l'illusion et du plaisir du spectacle. Ok, c'est ce même bleu, hein, des décorations, des machines, de l'effet agréable, du vol qui paraît extraordinaire. Donc on revient à cette idée de vol. Cette fois-ci, c'est le vol de phaéton que les vents enlèvent. D'accord? Et simplement, qu'est-ce qu'on voit du coup dans la suite de la phrase? Nos sages de l'Antiquité, eux, quand ils voient cette magie de l'opéra, bon, anachronique, hein, mais donc, quand ils voient cette magie de l'opéra avec le vol de phaéton, qu'ils ne pouvaient découvrir les cordes et qu'ils ne savaient point comment le derrière du théâtre était disposé. Quel est le problème? La négation. C'est-à-dire qu'ils marquent, effectivement, qu'en matière de connaissance et de compréhension du phénomène, ils ont des lacunes, et c'est la négation. Est-ce qu'on n'aurait pas une autre négation qui nous intéresse? Exactement, on a ce nœud-là devant découvrir les cordes. Allez, je les mets en rouge à chaque fois, d'accord, mes négations. Reprenez-moi des mots, parce qu'on avait dit, hein, Fontenelle, délibérément pour la marquise, pour être pédagogique, il réemploie plusieurs fois le même vocabulaire. Quels sont les mots qui montrent qu'il y a quand même la référence à la mécanique, mais c'est ce qui leur manque, c'est la lacune en mécanique. Quels sont les mots qu'on a déjà eu avant, dans le champ lexical de la mécanique, de la compréhension? Donc effectivement, les cordes, parce qu'on les avait déjà eues ici, donc on les retrouve. Et puis donc le derrière, comment avec le comment se poser des questions, on l'avait déjà eu précédemment, là, le démêler comment, d'accord, deviner comment, donc se poser des questions. Ils ne savaient point comment, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas les réponses aux questions. Et puis donc le derrière du théâtre était disposé. Ça c'est pour faire référence à cet espace où il y a toutes les machines, les contrepoids, les roues, etc. Sauf que ici, pour nos philosophes, on voit qu'il y a la négation devant le comment. Donc en fait, ils ne comprennent pas suffisamment les mécanismes. Et ensuite, il y a toutes les lignes qui suivent qu'on va pouvoir commenter ensemble. Qu'est-ce que vous repérez à partir de là? La ligne 13, d'accord? Ligne 13-14. L'un d'eux disait, c'est une certaine vertu secrète qui enlève phaéton. L'autre, phaéton est composé de certains nombres qui le font monter. L'autre, phaéton a une certaine amitié pour le haut du théâtre. Il n'est point à son aise quand il n'y est pas. L'autre, phaéton n'est pas fait pour voler, mais il aime mieux voler que de laisser le haut du théâtre vide. Et sans autre rêverie que je m'étonne qu'il n'ait perdu de réputation toute l'Antiquité. Donc, comment est construite toute cette fin du passage? L'un, l'autre, l'autre, l'autre. Qu'est-ce que c'est? Exactement. Donc, c'est pour introduire la parole de nos philosophes qui sont assis sur un petit fauteuil en velours rouge, qui sont en train de voir voler phaéton et qui, de manière très savante, vont commencer à commenter ce qu'ils voient. Puisqu'ils ne comprennent pas, mais ils voient. Et ils se permettent de commenter ce qu'ils pensent comprendre. D'accord? Du coup, l'un, l'autre, l'autre, l'autre. Vous le dites, ça fait une répétition, mais ça va presque faire même, ici, une accumulation. D'accord? Une accumulation de théories qui vont être jugées négativement par notre philosophe. Comment est-ce qu'on voit que c'est négatif? Déjà, ils sont tous les uns à côté des autres, ils ont chacun une explication très différente, comme si effectivement il y avait une forme de contradiction entre eux. Preuve que, s'ils n'arrivent pas à faire un consensus scientifique, effectivement, certainement leurs théories sont trop farfelues. On est d'accord qu'aujourd'hui, ce qui permet de valider une théorie scientifique, c'est que plusieurs scientifiques, chacun dans leur coin, font des expériences et arrivent aux mêmes conclusions. Et c'est là qu'ensuite, il y a l'idée que tous, on admet que la science, elle va dans le bon sens. On est d'accord qu'en médecine, avant de considérer que quelque chose fonctionne, il faut avoir fait plusieurs études indépendantes, sans influence les uns entre les autres, pour valider. Ça va là-dessus? Donc, effectivement, là, on est tout à fait à l'inverse. Chacun donne sa théorie comme s'il était sûr de lui, et il faudrait les croire sur parole. Alors qu'en fait, ils n'arrivent même pas à s'entendre entre eux. Donc déjà, ça les rend ridicules. Quoi d'autre? Ok, effectivement, cette idée de rêverie, ça laisse penser que c'est de l'ordre de l'illusion. On peut remettre le bleu. Ce vocabulaire de la rêverie renvoie davantage à cette idée qu'ils sont dans l'illusion de ce qu'ils voient, mais pas dans la compréhension. Qu'est-ce que c'est comme figure de style sans autre rêverie? Avec cette idée d'un très gros chiffre qui est employé ici. Exactement ça. Hyperbole. C'est bon pour l'orthographe d'hyperbole pour tout le monde? Vous avez besoin que j'écrive le mot hyperbole? Avec HY, hein, on est d'accord?
Ok. Donc effectivement une hyperbole, mais c'est pour amplifier le ridicule. D'accord? Hyperbole, c'est toujours une figure de style d'exagération qui va démultiplier une impression, et donc là une impression ridicule. Ok, je reviens quand même à ce qui est placé en italique. Déjà, pourquoi est-ce que c'est en italique? On n'en a pas parlé jusque-là. Pourquoi les phrases « c'est une certaine vertu »,« phaéton composé »,« phaéton », etc. sont en italique? Qu'est-ce que c'est? Je reviens quand même sur le type de discours qui est employé ici. Ok, ça peut être n'importe lequel de notre énumération. D'accord. Mais donc ça veut bien dire qu'il dit, globalement, c'est comme s'il disait Aristote dit la première phrase. Aristote, c'est une certaine vertu secrète qu'un phaéton. Phaéton est composé de certains nombres qui le font monter. On est d'accord que l'histoire des nombres, c'est plutôt Pythagore. D'accord? Donc, en fait, il donne la parole aux philosophes de l'Antiquité. Et c'est-à-dire que chez Fontenelle, vous l'avez peut-être vu en lisant et en préparant le carnet de lecture, il n'y a pas de guillemets et de tirets comme on l'a d'habitude dans les livres où il y a du dialogue. Donc là, il va simplement mettre l'italique pour signaler le discours direct. D'accord? Le fait que ce serait comme une parole de dialogue. Pour essayer de les rendre plus vivants, mais en réalité aussi plus ridicules. Ça nourrit l'imagination plaisante pour la marquise, mais ça les rend ridicules vu les bêtises qu'ils disent. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui nous montre que nos philosophes, ils les trouvent ridicules? Qu'est-ce que vous remarquez par exemple sur les verbes? Au présent, d'accord. Enlève, il est au présent. Phaéton a une certaine amitié pour le haut du théâtre. Il est où mon verbe? Ah, ok, conjugué au présent. Il n'est point à son aise quand il n'y est pas. À nouveau, on retrouve quel verbe? Le verbe être, conjugué toujours au présent. D'accord? Quelle est cette valeur du présent? On a nos philosophes, ils sont assis, ils regardent, ils voient, ils utilisent le présent. C'est effectivement parce que peut-être ça se passe sous leurs yeux, mais quelle peut être l'autre valeur du présent quand on affirme quelque chose comme une loi qui serait vraie tout le temps? Donc c'est du présent de vérité générale. Vous me notez ça? Et il y a une répétition qu'on n'a pas relevée. Est-ce que vous voyez quelque chose qui, dans ces italiques, se répète et laisse à nouveau montrer cette idée d'une forme de manque d'humilité de nos philosophes, d'une forme de... Ils disent des choses sans savoir vraiment. C'est une certaine vertu secrète qui enlève Phaéton. Phaéton est composé de certains nombres qui le font monter. Phaéton a une certaine amitié pour le haut du théâtre. Qu'est-ce qui se répète là-dedans? Certains, certaines. Ok, donc cet adjectif là. Qu'est-ce que ça permet d'ajouter, d'avoir ces trois fois, comme c'est le même adjectif qui est utilisé dans les explications différentes à chaque fois? Quelle impression est-ce que ça donne? Donc la répétition du même adjectif, elle amplifie effectivement l'idée que chacun apporte une réponse tellement différente qu'elle ça devient encore plus ridicule. Donc ça accentue le ridicule de leur réponse. Quel est le double sens de l'adjectif certain? Dans ce cas-là, certain, c'est un moyen de désigner. Quand on dit c'est une certaine vertu, ça veut dire je peux désigner des caractéristiques précises. D'accord? Donc, quand on dit c'est un certain camarade qui m'a fait cette blague, c'est-à-dire que vous voulez cacher son nom, mais qu'en réalité, vous avez les caractéristiques précises dans vos têtes pour pouvoir définir qui est cette personne. Donc, comme si vous essayez un petit peu de cacher les caractéristiques, mais vous prétendez les avoir en tête. Enfin, en tous les cas, pour les philosophes. D'accord? Donc, certains, ça a ce sens de connaître des caractéristiques qu'on désigne sans les désigner pleinement. Quel est le deuxième sens de certain? Quand on dit « je suis certain de ce qui s'est passé », on est sûr. D'accord? L'autre sens de certain, ça va être sûr. Donc, cette idée qu'on joue avec le double sens, à la fois, les philosophes maîtrisent plus ou moins des caractéristiques, mais qu'ils ne révèlent pas parce qu'ils se font leur petite explication en présent, en vérité générale. Voilà. Et à la fois, l'idée, on pourrait comprendre, ils sont sûrs de ce qu'ils affirment. Ça conduit ensuite à penser qu'en réalité, vu que tout vient en accumulation, tout vient en contradiction, ils en deviennent ridicules de tous employer ce même adjectif pour essayer d'affirmer leur certitude. Alors, si on récapitule avec notre conclusion intermédiaire pour ce deuxième mouvement, qu'est-ce qu'on retient du travail du philosophe dans ce deuxième mouvement? Donc la satire, elle repose, c'est une satire qui repose sur les lacunes et les erreurs des anciens, jugés trop affirmatifs dans leur manière d'expliquer le vol de Phaéton. Et donc ça joue sur une dimension qui est plaisante et comique des procédés d'imagination.
pour en fait faire réfléchir de manière plus facile la marquise. Alors le troisième et dernier mouvement de notre texte, on est d'accord que c'était les lignes 18 à 22, qu'on avait titré « La valorisation de la science moderne pour souligner l'accès à la compréhension ». C'est-à-dire que finalement, après ce temps de l'erreur qui était marqué sur les temps de l'Antiquité avec nos philosophes, on passait au temps de la compréhension avec la science moderne. Ça va là-dessus? Rappelez-moi, pourquoi est-ce qu'on avait découpé le troisième mouvement? Alors, l'allocution à la fin qui permettait de montrer qu'on aboutissait dans la réflexion et qu'il voulait présenter et garder pour la fin finalement ce qui pour lui était certainement le meilleur, le point d'aboutissement. Okay. Et puis, on avait parlé de nouveaux personnages qui étaient Descartes, d'accord, et quelques autres modernes, d'accord. Pourquoi est-ce qu'il les appelle modernes par rapport à quelque chose dont on avait parlé quand on avait introduit le livre? Alors, aux nouveaux philosophes, aux nouveaux penseurs, aux nouveaux savants, effectivement, de son époque à lui, d'accord? Cette idée de, justement, au XVIIe, on est en pleine explosion de nouvelles connaissances qu'on va vouloir diffuser avec les académies qui ont été produites par le roi pour protéger les sciences et pour protéger les arts aussi. Mais donc, vraiment un développement, d'accord? Mais surtout, moderne, ça faisait une référence à un autre élément dont on a parlé dans l'introduction en disant que Fontenelle, il prenait le parti des modernes. Ça s'oppose à qui? Aux anciens. Donc cette fameuse querelle des anciens et des modernes dont on avait déjà parlé. Je vous rappelle qu'on avait copié pour le début du carnet de lecture, qu'il y avait cette idée que les anciens, c'est ceux qui, même à l'époque de Fontenelle, continuaient de penser que l'Antiquité, ces philosophes grandioses, ils avaient toujours raison, qu'on ne pourrait jamais les dépasser, qu'on ne pouvait que tenter de les imiter. Mais ensuite, des gens comme Fontenelle, forcément Descartes et d'autres, eux pensaient qu'on pouvait s'inspirer de l'Antiquité, mais qu'il fallait les dépasser. Et donc, dans ce texte, c'est bel et bien ce qu'il est en train de montrer. Il montre qu'on ne peut pas rester bloqué dans ses opinions des philosophes de l'Antiquité, parce qu'on aurait une méconnaissance des mécanismes de la nature, mais que là, il y a quelque chose où on peut faire confiance à des gens qui scientifiquement sont solides, comme Descartes et quelques autres modernes. Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc c'était ce qui permettait de faire la transition de manière même très pédagogique pour la marquise, pour lui citer les noms et pour lui montrer comment la science, elle avance. Maintenant, si on regarde comment est construit le mouvement, à la fin, Descartes et quelques autres modernes sont venus qui ont dit « Phaéton monte parce qu'il est tiré par des cordes et qu'un poids plus pesant que lui descend ». Si on compare ça à ce qu'on a eu dans le deuxième mouvement, qu'est-ce que vous allez pouvoir me dire? Mais si on compare, qu'est-ce qui est commun entre le troisième et le deuxième mouvement et qu'est-ce qui est différent? Alors, il est toujours sur imaginer que Descartes lui aussi peut expliquer ce vol de Phaéton. Donc finalement, il garde le même exemple de expliquer le vol de Phaéton que les vents enlèvent. Sauf que, c'est-à-dire qu'il a rentré quel vocabulaire qu'on n'avait pas chez les philosophes de l'Antiquité? Le poids plus pesant. Où est-ce qu'on a déjà eu ça dans le texte? Exactement. Donc c'est quel champ lexical? De la mécanique. Ok, donc poids plus pesant, je peux le mettre en gris comme on l'avait eu précédemment. C'est-à-dire, les contrepoids, on avait eu à la ligne 4. Mais on voit que poids plus pesant, on est toujours sur cette même explication de la mécanique. C'est-à-dire aussi qu'on a le verbe monter, on a le verbe descendre, il commence à nommer des observations précises de ce qui se passe sur scène. Quand il utilise que c'est tiré par des cordes, le mot corde, on l'avait déjà eu aussi précédemment, d'accord? Si je remonte, les cordes, elles sont ici, et... Non, ben voilà. Ah, là aussi, d'accord? Il y avait deux fois cordes. Une fois la ligne 9, une fois la ligne 13. Donc, on voit qu'il reprend ce vocabulaire de la mécanique pour le mettre dans l'explication de Descartes ou de quelque autre moderne. Preuve que pour Descartes, c'est plus une histoire de nombre, c'est plus une histoire d'amitié, c'est une histoire de mécanique, donc d'observation, qui relève d'un champ de la physique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre si on compare ce qui se passait dans le deuxième mouvement et ce qui se passait ici? La phrase, elle n'a pas quand même tout à fait la même forme. À la fois, il récupère le discours direct. Donc ça, c'est pour mieux comparer. Il met l'italique, il met le discours direct, il laisse passer, il imagine ce que pourrait dire Descartes, d'accord? Simplement, qu'est-ce qui a changé dans la forme de phrase? Et pourquoi il ne va pas critiquer cette fois-ci, mais valoriser? Et alors, je suis d'accord, c'est exactement ça qu'il faut repérer. Mais qu'est-ce que ça signale ce parce que? C'est plus explicatif. Qu'est-ce que c'est parce que comme nature de mot? Et là, il y a le petit que qui est un deuxième parce que, mais simplifié. Hein? Oui, exactement. C'est ça.
conjonction de subordination, d'accord? Donc, parce que, conjonction de subordination, le deuxième que, une autre conjonction de subordination qui est la même, mais simplement, on simplifie, c'est parce qu'il est tiré et parce qu'un poids plus pesant. Et pour éviter d'alourdir la phrase, la deuxième fois, on met seulement que. Ça va là-dessus? Et donc, effectivement, conjonction de subordination qui exprime quelle valeur logique? La cause. Effectivement, c'est la cause. C'est-à-dire, il cherche la cause de pourquoi Phaéton monte. D'accord? Il monte parce que la cause, c'est il est tiré. D'accord? Et donc, la conséquence, c'est que si on tire une corde, Phaéton va monter. D'accord? C'est toujours ce rapport entre cause et conséquence. Il faut trouver dans quel ordre ça fonctionne. Donc, effectivement, parce que ça exprime la cause. Mais donc, la différence avec ce qui se passait effectivement chez les philosophes de l'Antiquité, c'est qu'il prend le temps d'expliquer, qu'il a le vocabulaire adéquat, et donc il est beaucoup plus scientifique dans sa manière de trouver une explication au vol de Phaéton. Et donc on arrive à la dernière phrase, qui est donc en fait une très longue phrase. On est d'accord que ça commence à ainsi, et ça va vraiment jusqu'au bout. Preuve qu'il veut aussi être dans une explication qu'il va pouvoir enchaîner pour montrer toute la logique qu'elle peut effectivement avoir. Ainsi, on ne croit plus qu'un corps se remue s'il n'est tiré ou plutôt poussé par un autre corps. On ne croit plus qu'il monte ou qu'il descende si ce n'est par l'effet d'un contrepoids ou d'un ressort. Et qui verrait la nature telle qu'elle est, ne verrait que le derrière du théâtre de l'opéra. Donc on est d'accord qu'à chaque fois, on a des étapes qui sont en appui sur des points-virgules pour montrer qu'il est très calme dans son explication, mais qu'il est à la fois aussi très enchaîné. Plutôt que de mettre des points, on voit qu'il connecte les idées les unes aux autres par ce moyen des points-virgules. Qu'est-ce qu'on repère d'autre dans sa manière de réexpliquer encore une fois à la marquise? Alors, effectivement, déjà, il va boucler. La nature est un grand spectacle qui ressemble à celui de l'opéra. Ça, c'est ce qu'il cherchait à démontrer au départ. D'accord? Il lance son analogie, il lance sa métaphore filée, il la file pendant tout le texte. Et en fait, il y a une forme de conclusion, une forme de boucle, qui verrait la nature telle qu'elle est, ne verrait que le derrière du théâtre de l'opéra. Ça vient finir d'expliquer ce qu'il avait lancé à la première ligne. Donc ça, on est d'accord que ça fait comme vous, si vous deviez faire une introduction et une conclusion, il fait la même chose. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc, quel vocabulaire à nouveau il reprend? Toujours la mécanique. On est d'accord que c'est toujours ce même champ lexical. Et que, autant ça avait été complètement... Pardon. Là, à chaque fois dans le deuxième mouvement, les seules fois où il avait parlé de mécanique, c'était quand il y avait les négations. Mais là, dans la fin du texte, pour montrer à quel point la science moderne, elle a évolué et qu'elle comprend maintenant la mécanique, il va répéter le vocabulaire autant que faire se peut pour que ça puisse être très clair dans la tête de ses lecteurs, de la marquise, et donc montrer la fiabilité des explications. Donc, un corps se remue, ça c'est toujours pour les mouvements. S'il est tiré ou plutôt poussé, bah ça c'est une description objective des mouvements de la mécanique. Monter, descendre, on l'avait eu juste avant, on voit qu'il reprend exactement le même vocabulaire. Le contrepoids, on l'avait eu dans le premier mouvement et on avait eu le poids juste avant, donc il le reprend encore. Il rajoute le mot ressort, c'est juste un petit ajout et on voit que ça reste quand même dans ce champ lexical de la mécanique. Donc, en saturant 3 lignes avec tout ce vocabulaire qu'il a déjà utilisé, il confirme qu'il n'y a que ça qui est fiable, il n'y a que ça qui est suffisamment solide et scientifique. Et en même temps, ça assure toujours cette pédagogie pour la marquise, il répète le même vocabulaire pour qu'elle l'assimile. Comment est-ce qu'il souligne la logique de son explication par la stylistique du texte? Qu'est-ce qu'il y a comme figure de style dont on n'a pas parlé encore? Ainsi, on ne croit plus qu'un corps se remue s'il n'est tiré ou plutôt poussé par un autre corps. On ne croit plus qu'il monte ou qu'il descende si ce n'est par l'effet d'un contrepoids ou d'un ressort. Exactement. On ne croit plus que... Ok. On ne croit plus que... On voit qu'on a 2 fois la phrase qui commence de la même manière. Et puis, on ne croit plus que quelque chose si. On ne croit plus quelque chose. Comment est-ce que vous appelez cette figure de style? Quand 2 fois, en tête de phrase, on utilise la même structure grammaticale et qu'après, en plus, ça peut être repris un petit peu plus loin avec le même mécanisme, la même manière de construire les propositions. Non, quand c'est 2 fois 2 choses exactement construites de la même manière que... Parallélisme. Oui, le parallélisme. D'accord, ça, ce sera le symbole du parallélisme, on est d'accord? Je fais le clown une fois, après je vous fais le symbole et c'est bon? Donc c'est aussi cette idée d'organiser le texte
de manière très régulière, et ici de souligner à quel point les choses, on va pouvoir les expliquer une bonne fois pour toutes, même si après on change un peu le vocabulaire. Qu'est-ce qu'il y avait dans le parallélisme avec « on ne croit plus » ? Oui, c'est-à-dire que c'est quel type de négation? Exactement, ça veut dire qu'on est sur une circonstance de temps qui laisse penser qu'il y avait un avant et un après. Et on est d'accord que le avant, c'est globalement ce temps de l'Antiquité où on faisait encore des erreurs. Et que maintenant, on ne croit plus qu'un corps, il remue comme ça, par amitié pour le haut du théâtre. On ne croit plus qu'un corps se remue, sauf si il est tiré, il est poussé, parce qu'il y a un ressort, parce qu'il y a un contrepoids, et ainsi de suite. Donc, il est en train de montrer cette évolution entre un temps passé où on faisait des erreurs, où il y avait effectivement des lacunes, et un temps présent où maintenant c'est révolu, on a évolué dans les connaissances. Donc le parallélisme, le fait de le faire entendre deux fois, il valorise la science moderne qui a remplacé les erreurs du passé. Et donc comme il y a en plus des hypothèses scientifiques pour prouver, et ben ça continue de prouver de manière totale et solide. Qui verrait la nature telle qu'elle est, ne verrait que le derrière du théâtre de l'opéra. Et donc qu'est-ce qu'il essayait de démontrer finalement depuis le début? Ok, en tous les cas, ça permettrait de dire que c'est celui qui serait capable de vraiment voir la nature, mais c'est-à-dire pas seulement voir avec les yeux qui sont trop limités. Hein. Rappelez-vous que l'hypothèse de départ, c'est on n'a pas les yeux, on ne peut pas se fier seulement au sens, il faut aussi de la compréhension. Et bien celui qui aurait vraiment une observation scientifique et pas seulement une observation finalement sensorielle, d'accord, il serait en capacité de voir l'arrière du théâtre, c'est-à-dire toute la mécanique de la nature. Quels sont les procédés qui permettent de souligner cette idée qu'on peut corriger les lacunes de la vue par l'idée de la compréhension mécanique des choses? Quel est le verbe qui se répète? Il y a le verbe verrait, effectivement, qui se répète deux fois. Et donc, c'est-à-dire que qui verrait la nature telle qu'elle est ne verrait que. Il montre bien qu'on peut avoir une meilleure vision des choses si ça passe aussi par la compréhension. D'accord? Et puis, comme c'est au conditionnel, ça laisse penser que voilà, c'est des hypothèses qui sont à faire. Et le deuxième verbe, il est encadré par un certain type de négation. Elle s'appelle négation restrictive ou exceptive, d'accord? Parce qu'on pourrait la reformuler. Celui qui verrait la nature telle qu'elle est, verrait seulement le derrière du théâtre, verrait seulement le mécanisme. Parce qu'en fait, elle a la particularité de ne pas vraiment nier, mais plutôt de limiter à s'intéresser à ce qui est après le que, et donc ici, le derrière du théâtre. Et on est bien d'accord que depuis le début, il veut prouver que les yeux, ça ne suffit pas, et qu'il faut aller comprendre le mécanisme de la nature derrière ce qu'on voit. Du coup, qu'est-ce qu'on récapitule du troisième mouvement? Donc, ce petit mouvement à la fin, il permet de faire l'éloge de la science moderne, qui met en lumière la mécanique et la compréhension. Il est en train de convaincre la marquise que ça vaut le coup de comprendre les détails des choses. Et il souligne que la science moderne, c'est une évolution qui va permettre de combler les lacunes passées en matière de confiance dans le sens de la vue, puisqu'il avait dit la vue c'est trop limité. On arrive au bout de l'analyse linéaire, d'accord? Si je reprends sur le diaporama de méthodologie, pour faire cette fois-ci une conclusion de l'ensemble du texte, c'est-à-dire de reformuler une fois encore ce que vous avez dit, mais en essayant de se connecter avec l'enjeu qu'on avait fixé tout au début de l'amorce, okay, en essayant de relever 2-3 principaux points de l'étude. Alors, ce texte en entier, qu'est-ce qu'il vous a permis de comprendre et de démontrer par rapport à l'enjeu? Je vous le remets. On avait dit que le but du texte était d'entrer dans la réflexion scientifique en appui sur l'imagination et son caractère plaisant. Comment est-ce qu'on a atteint ce but? Si on devait retenir 2-3 idées pour l'ensemble du texte. Alors, je vous ai remis la conclusion ici. D'accord? Donc ce serait ces 30 dernières secondes, ça fait même parfois peut-être un peu moins. À chaque fois, on pourrait se dire qu'on dit « nous avons donc vu que », ça c'est pour introduire une idée de conclusion. Si vous voulez dire « en conclusion », c'est possible, c'est juste que c'est un petit peu plus lourd que « nous avons donc vu que ».
Ok, je vous laisse copier pour c'est la fin du cours. Hein. Ok. Fontenelle permet d'entrer dans la réflexion scientifique en appui par l'imagination et son caractère plaisant. Ça, c'est parce que j'ai récupéré l'enjeu. Et je réponds avec ce qui me paraît le plus important derrière. Donc, ce qui nous paraît le plus important derrière, l'appui sur une analogie de l'opéra qu'il détaille pour faciliter la compréhension de la marquise et lui permettre de comprendre que les sens ne suffisent pas à appréhender les mécanismes de la nature.